Putain, c'est vrai que ça a avéré par rapport à la dernière fois. Ouais, la véraison a bien commencé, ouais. Donc on va faire un test de maturité. En gros. Alors je veux que tu prennes des raisins à l'aveugle. Ouais. Et tu vas ramasser quasiment à remplir l'entièreté de ton seau. L'idée c'est de vérifier le niveau de sucre et d'acidité dans le raisin, ce qui va nous donner un taux d'alcool hypothétique qu'on va avoir sur le raisin. Et du coup, ça va te donner ta date de vendange, c'est ça? Et du coup, ça va me permettre de définir la date de vendange. Tu penses que c'est d'ici combien de temps? Alors on va jouer à mon avis sur la fin août. Aujourd'hui on est le 14, on doit tourner vers le 25-26. C'est vraiment comme le pressurage, on essaie de les déposer doucement dedans. Voilà, ça donne vraiment l'état de véraison. Alors ça c'est un tout petit pressoir, c'est un pressoir vraiment de laboratoire. Ouais, c'est celui qui te permet de contrôler tes maturités. Exactement. Tu vas l'appeler comment la cuvée là? Je sais pas. Tu vois, ça coule toujours clair. Ouais. Regarde, on est toujours avec du jus complètement clair. Donc tu peux y aller. Là, on va faire vraiment comme sur le pressoir, on va extraire ce qu'on appelle le gâteau. Tu as vraiment le résultat d'un gâteau. Alors là, on n'est pas pressé au maximum. C'est ça. Si tu presses plus, c'est encore plus compact. Mais comme nous ne sommes pas dans une émission de pâtisserie, aujourd'hui, on va parler du French Champagne. Ah, the French champagne. Du moins, c'est ce que j'avais décidé à la base, puisque je voulais vous faire une introduction en mode tac-tac bang-bang, où je vous aurais parlé pêle-mêle des 34 300 hectares que compte l'appellation, de la protection ultra hardcore de la marque par le CIVC, qui a même réussi à faire plier des institutions telles qu'Apple ou Yves Saint Laurent, du foncier abyssalement abusif, ou encore des règles administratives uniques à la région. Et puis, je me suis rendu compte que si je faisais cela, l'épisode allait durer 1 heure. Du coup, à la place, eh bien j'ai décidé de vous parler cinéma. Donc, Macaulay Culkin est un acteur américain né le 26 août 1980 à New York. Enfant chéri d'Hollywood dans les années 90, il va connaître un succès mondial à l'âge de 10 ans grâce au film Maman j'ai raté l'avion, qui fera de lui une icône internationale de la pop culture. La suite sera malheureusement moins glorieuse puisque ni Mila Kunis, ni les juges de l'état de l'Oklahoma n'arriveront à le faire décrocher de son addiction à la Marie-Jeanne. Là de cette vie de strass et de paillettes, il décidera de tout plaquer pour venir s'installer en Champagne et renaître en tant que vigneron. Non mais sans déconner, n'allez quand même pas me dire qu'il n'y a pas un truc. Ça ouais, l'anecdote, tu l'as pas oublié, c'est là. Non, mais à Disney, oui, Floride, 6, 7, 8 ans, je crois qu'on m'a pris pour Macaulay Culkin, on m'a demandé de signer un autographe. Ouais, bon, on verra la tête et la coupure que tu me feras derrière, il faut que je mette mes cheveux comme ça, tu vois, devant. Bon, plus sérieusement, Maxime Hulins, c'est un jeune trentenaire natif du plat pays qui a débarqué en Champagne un peu par hasard, puisqu'à la base, il travaillait dans le BTP. Je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. Tombé amoureux de la région, il se lance dans le pari un peu fou de devenir vigneron et monte un domaine de seulement 4 petits hectares où il vinifie avec talent depuis 2017. Et je ne suis pas le seul à le penser, puisque seulement 3 petites années après son installation, il fut élu vigneron de l'année 2020 par le célèbre magazine Goemio. Pourquoi cela? Eh bien parce que l'ami Maxime, c'est un putain d'orfèvre du vin, et c'est ce que nous allons essayer de vous démontrer tout au long de cet épisode. Je suis d'origine belge, donc c'est tout nouveau, on a fait nos premières vraies vendanges en 2017. J'arrive ici dans le massif de Saint-Thierry, qui est la région la plus septentrionale de la Champagne. C'est-à-dire la plus au nord, c'est ça? La plus au nord, exactement. Le dernier village, il y a Hermonville, il y a Coroal et Hermonville, et puis on sort de l'appellation Champagne, tout simplement. Et outre le fait que Hermonville soit l'un des 319 crus de Champagne, le village est principalement dominé par un cépage bien particulier, le Pinot Meunier, plus communément appelé le Meunier. On le voit, hein, donc le meunier, comme on l'a expliqué, c'est tout simplement le cépage porte le nom de par le métier de meunier, qui étaient ceux qui faisaient de la farine, puisqu'on voit dessus cette espèce de dépôt vitesse duvet, et ce duvet vient se marquer de plus en plus de par la couleur différente. Ouais, c'est vrai, ici, effectivement, là il est très marqué. C'est vraiment comme une toile d'araignée un peu au-dessus. C'est vraiment du meunier. Et si tu devais définir un peu le cépage meunier, comment est-ce que tu le définirais? Alors le cépage meunier, c'est un cépage qui est beaucoup plus gourmand, beaucoup plus rond, beaucoup plus aromatique et puissant. Il a un défaut comme chacun a un point positif, c'est qu'il va grandir très vite. Ouais. Alors moi j'utilise ce défaut comme une force, puisque ça va permettre d'avoir des champagnes qui ont un peu plus de maturité et un peu plus d'apport organoleptique. Et comme tout cépage a besoin d'un terroir pour s'exprimer, il me semblait indispensable de parler des iconiques sols de craie de la Champagne. Pour faire du champagne, il faut de la craie. Okay. On a besoin de craie tout simplement parce que cette craie va jouer le rôle d'une éponge, elle va retenir l'eau et va permettre, dans des climats comme maintenant où il a fait assez chaud, de quand même pouvoir restituer un peu d'eau, donc de diminuer le stress hydrique de la plante et d'arriver à faire du raisin. On a les premiers ici, c'est typique ce sable, argilo-sableux. Alors là c'est très sec puisqu'il a fait extrêmement chaud. Ouais. Ah ouais, effectivement, c'est ultra friable. C'est ultra friable. Alors ça, le sable va avoir cet avantage de permettre à la vigne de passer outre. Donc l'enracinement il va se faire assez facilement. Après on va arriver sur les premières formes de craie. Donc tu as des craies plus compactes, ici qui font vraiment des blocs, puis des craies qui sont un peu plus décomposées. Mais ça on écrit sur un tableau noir et on y est. Nous ici dans le massif de Saint-Thierry, c'est majoritairement une grosse couche de sable, ou argileux même, on va descendre jusqu'à 90 cm,
Et ensuite, cette argile va se décompacter dans des sables plus légers, où ça va dépendre des endroits où on se trouve, des crus. Et en dessous, on se retrouve avec cette craie. Mais majoritairement, il faut toujours de la craie pour faire du champagne. C'est quasiment inscrit dans le cahier des registre. charges. Voilà. Une connaissance des sols cruciale pour Maxime, donc, notamment lorsqu'il s'agit de se rendre sur le joyau de ses parcelles, le clos de Marzilly. Donc la première chose qu'on a fait, on a étudié les sols dans la région. On a étudié les sols sur le massif de Saint-Thierry et sur le lieu-dit de Marzilly. On a regardé les différences qu'on avait. La première partie ici du clos, on est vraiment sur des sols de sable. Sur le haut de la croupe, là dans le coteau, on est sur des sols d'argile. Tu veux dire qu'à seulement une centaine de mètres, on a des sols qui sont Bon, radicalement opposés? Radicalement différents. Le clos de Marzilly, c'est un clos cadastral. Mhm. Il y en a très peu en Champagne. Il y a une douzaine de maisons qui font des clos et il y a C'est tout 39 clos en tout. Alors sur tout le clos ici, le clos il fait 4,50 hectares en tout. Moi j'en possède 22 arts, ça semble peu, c'est déjà très bien. Stop! Hammer time! Il faut que l'on vous explique pourquoi c'est déjà pas mal. Puisque la parcelle ici en Champagne, elle est au minimum à 1,2 million d'euros. Si on va jouer dans les grands crus, on peut grimper beaucoup plus haut. On est en 100% meunier, je suis planté en 100% meunier. C'est des vignes qui ont le même âge que moi, elles datent de 85. D'accord. Toutes les étapes de la vigne se font entièrement à la main seule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de tracteur qui rentre dans la vigne, il n'y a rien. Ça permet, de ne pas tasser les sols, et deux, de pouvoir vraiment sélectionner ce qu'il y a de mieux sur chaque pied de vigne. Toutes les parcelles sont en conversion bio. L'objectif est vraiment d'arriver à l'amener sur la biodynamie. Mhm. On travaille déjà avec les premiers principes de biodynamie. On veut mettre en avant d'abord ce que j'appelle l'aspect agronomique. Ça veut dire qu'on va plutôt décider de travailler l'agronomie de la vigne et donc les stades de la vigne. On va toujours préférer l'agronomie à la biodynamie. D'accord. Mais on se tend vers la biodynamie petit à petit. Et Et notamment la les conversion fameuses- bio, elle dure 3 ans. Ça veut dire qu'il faut 3 ans de conversion sur la vigne. Et ensuite, comme ces vins-là vont rester 3 ans en cave, ça veut dire que 3 ans après avoir eu le label, on a encore 3 autres années à avoir avant de pouvoir étiqueter la bouteille. Ouais, donc d'ici 6 ans, en gros, tu pourras... D'ici 6 ans, plus ou moins, 5-6 ans, on aura notre beau label bio sur nos bouteilles, alors que les vignes, elles sont déjà travaillées en bio depuis 2 ans. On va plutôt diminuer le nombre de traitements et on va plutôt essayer d'aller chercher peu de rendement, mais avec beaucoup de matière. Donc, comme j'expliquais, je préfère avoir moins de grappes, plus petites et plus puissantes, que beaucoup de grappes, entre guillemets, remplies d'eau. Et pour ce nouvel épisode, j'ai décidé d'innover et de vous emmener pour une petite balade dominicale en forêt. Mais rassurez-vous, cela n'est pas si innocent que cela, car qui dit bois, dit barrique. On a fait des études de sol sur le domaine, comme dans les vignes. Donc on s'est rendu compte qu'on avait des similitudes sur les 32 hectares de bois qu'on a ici. Ouais. On a des endroits qui sont d'argile et d'autres de sable. Et donc on va sélectionner sur le domaine à différents endroits des chênes, différences d'âge, et faire réaliser nos fûts. Donc comment ça se passe? Nous, on vient sélectionner une fois par an différents arbres sur le domaine. On va prendre des chênes de plus petite taille ou de grande taille. Là d'ailleurs, ici on le voit, ça fait destiné à faire des grands fûts, des 10 hectolitres. D'accord. Ici c'est beaucoup plus petit. Ouais. Donc on fait sélectionner différents arbres, Mhm. on les note, d'autres qu'on va laisser vieillir et d'autres qu'on va abattre. On abat certains chênes, différents par rapport à leur exposition, face nord, face sud, D'accord. des différents par rapport à leur typicité de sol. Alors ici on n'a que du sable et de l'argile sur tout le domaine, Plus Donc- les expositions. plus les expositions, ça veut dire qu'on va jouer sur une face d'un arbre, avec, comme on peut voir derrière, une face plutôt sud, une face plutôt nord, Ouais. et on va faire réaliser différents arbres, différentes douelles. Et ces douelles, on va les laisser sécher ici pendant 3 à 4 ans, en les retournant. Donc on va retourner d'une année à l'autre ces douelles. Ouais. Tu vois ici la face est beaucoup plus jaune qu'ici. Donc, l'an prochain, on va tout retourner, tous ces tas-là, on va les retourner, pour pouvoir laisser sécher et faire réaliser nos fûts. On fait nos propres tonneaux. Et l'idée, elle est assez simple, c'est de fonctionner le plus possible en autarcie. Ça, c'est le gardien de la forêt. C'est le gardien de la forêt, ouais. Mais pourquoi s'enquiquiner dans une région massivement dominée par les élevages en cuve inox, avec des élevages en barriques de chêne faites maison? Alors nous, on a voulu d'abord démarrer sur la méthode la plus traditionnelle possible. On a également voulu travailler vraiment localement, français. Donc on a trouvé juste à côté de nous la tonnellerie de Champagne, qui est ici à même pas 1 kilomètre du domaine, qui est la seule tonnellerie de Champagne et qui réalise des fûts en 205 litres, qui est le contenant historique de la Champagne, qui est très peu utilisé, puisque le fût, ça coûte de l'argent et ça demande du temps. Donc nous, c'est vraiment devenu comme une évidence de pouvoir retravailler localement possible et le plus traditionnellement possible. C'est aussi une évidence vraiment sur le vin. C'est-à-dire que ça permet à nos vins, à nos meuniers surtout, d'évoluer progressivement avec une micro-oxygénation dans le temps et d'arriver vraiment à développer le plus d'arômes possible. Un respect de la tradition qui va jusque dans le pressurage, où Maxime s'applique, là encore, à être le plus perfectionniste possible quant à cette étape clé de l'élaboration du champagne. On dépose et on vient vraiment amener le plus loin possible de quoi faire tomber le raisin
à l'intérieur du pressoir. Ok, donc ça veut dire que tu vas pas renverser comme ça, tu vas vraiment essayer de mettre de la manière la plus délicate Typiquement, on possible. est à deux comme ça, regarde. Ouais. Tiens. Et on vient vraiment la porter jusqu'au bout pour faire tomber le raisin. 4000 kg de raisin, ça nous donne tout ça rempli dans le pressoir. Ah, ça monte encore plus haut que Ça monte les plus douelles. haut que le niveau des douelles. Dès qu'on a les 4000 kg, on va commencer la presse. Donc moi, j'abaisse la presse. Voilà, on vient ouvrir les portes. Alors ça, c'est vraiment la Rolls-Royce des pressoirs. C'est un vieux pressoir traditionnel Cocard. Tu vois, les ateliers Cocard, qui sont des ateliers rémois, qui avaient mis en place ce système de pressurage. Là-dessus, tu peux contrôler exactement tout ce que tu fais. Ça veut dire que c'est l'œil humain qui vient contrôler et qui peut surveiller l'entièreté du process. Moi, j'avais vraiment besoin de comprendre le process, comment il se passait. De mettre tout dans un pressoir, d'appuyer sur un bouton et d'aller, entre guillemets, se reposer et d'avoir le jus, ce n'était pas vraiment l'objectif pour moi. C'était vraiment d'arriver à contrôler, à pouvoir m'arrêter quand je voulais m'arrêter, de presser plus fort, moins fort. Donc j'active le pressoir ici. Et là, on le voit, tu vois. Il y a les différentes serres, c'est les différentes étapes de pressurage. Donc on va presser une fois à 40 bars pendant 30 minutes. Moi, je m'assis là et je surveille comment coule le jus. Si le jus coule trop vite, je ralentis la machine. Alors le pressurage, ça dure plus ou moins 6 heures pour obtenir des 4000 kg, 20,5 hectolitres de cuvée et 5 hectolitres de taille. Donc on va presser la cuvée en 4 serres, 4 étapes de pressurage. La première étape, j'envoie la machine, je démarre, on abaisse les portes comme on vient de faire, pendant 30 à 40 minutes à 40 bars. Ça va nous donner un gâteau. Dès que j'ai ce gâteau, ça me permet de voir vraiment comment a coulé le jus. Je réouvre le pressoir. Hop. On prend la fourche et on vient faire tout le tour du pressoir, enlever le raisin pour le remettre au milieu. Pourquoi est-ce que tu dois le remettre au milieu? Tout simplement parce que la concentration du gâteau va faire qu'on va avoir le raisin ici. Et quand ça va s'abaisser, le raisin va automatiquement venir rejoindre les cages sans se presser de trop. Il ne va pas du tout avoir de pression dessus puisqu'il va avoir l'occasion de s'évacuer. Donc ça, on va faire ça en tout et pour tout 4 fois sur la cuvée. Donc on prend, on retourne, on remet. Plus on va avancer, au plus les outils vont s'élargir. Ah oui, effectivement, c'est pas la même taille de fourche. Et puis sur la fin, on vient vraiment aller prendre le moindre petit pépin de raisin qui est sur le bord ici, qu'on vient vraiment gratter pour avoir plus aucun raisin sur vraiment une rigole assez propre. Mais c'est malgré tout une course contre la montre. Ça veut dire qu'il faut que le raisin ne passe pas toute la journée là. Si le raisin passe trop de temps dans le pressoir, la peau va se rendre plus fragile et donc va colorier le raisin. Et du coup, toi, avec 4 hectares, tu mets combien de temps en tout pour tout presser? 1 à 2 pressoirs par jour. Alors ça va faire pendant 5-6 jours. C'est des pressoirs qui sont peu utilisés pour la simple et bonne raison qu'ils demandent au moins d'être à 5-6 personnes pour travailler dessus. Donc 5-6 personnes, c'est de la main d'œuvre, c'est du temps, c'est de l'énergie et ça prend beaucoup plus de temps qu'un pressoir traditionnel. Enfin qu'un pressoir totalement automatisé. S'ensuit alors la phase de fractionnement, où les jus vont être recueillis dans des cuvées jaugées de différentes capacités appelées belons, où les 4000 kg de raisins vinifiés seront séparés entre cuvée et taille. Puis, après la phase de débourbage et de fermentation, entre en piste le fameux art de l'assemblage. Donc nous, en Champagne, la particularité du monde du Champagne, c'est vraiment cet assemblage. C'est le fait qu'on va essayer d'élaborer un vin qui a une identité de la maison. Donc chaque année, on va aller prendre dans la conception de l'assemblage, on va aller prendre une partie de ce fût de réserve et on va remettre le nouveau millésime. Donc dans un fût, tu peux avoir jusqu'à, dans des grandes maisons, 150 millésimes différents. Ah oui. Nous ici, on n'est que sur notre troisième, donc dans celui-ci, il n'y a que 3 millésimes différents. Nous, on suit vraiment l'historique de chaque fût. Première vendange qu'on a mis dedans, 2018. C'est le fût 63, il fait 400 litres et il est à son 4e vin blanc dedans. D'accord. Ce qui, moi, me permet de savoir, quand je tape dans l'ordinateur, ID63, je sais exactement quelle parcelle il a fait l'année d'avant ou quel vin il a eu les années précédentes. Notre réserve, c'est vraiment essayer de donner un goût à la maison. C'est un peu comme le condiment qu'on va rajouter dans notre assemblage. On va toujours aller mettre une petite partie des réserves pour toujours garder la même chose. D'accord. C'est ce qui te permet un peu d'uniformiser tes bruts? Voilà. Ça permet d'uniformiser son brut et ça permet surtout d'avoir une identité d'une maison. L'objectif d'un brut, qui est en général l'entrée de gamme dans une maison, c'est d'avoir un vin qui correspond à son identité. Donc là, tu vois, on a vraiment une très belle rondeur. On a beaucoup de matière. On est vraiment proche d'un vin blanc. Donc on a goûté les réserves. Les réserves, comme je l'ai expliqué, c'est la base de la maison. Chaque année, on va sélectionner certains fûts qu'on va rentrer en réserve. Je vais te faire goûter d'abord les chardonnays. D'accord, qui sont sur ta parcelle des Glisières. Voilà, c'est ça. Donc ici, on a toujours le numéro 19, c'est le numéro du fût. Ce qu'il a dedans, Glisières, c'est le nom de la parcelle. CH Chardonnay, c'est la vendange 2019.
Le fût porte l'identification numéro 26, c'est un 228 litres. Donc une ce pièce qu'on appelle- bourguignonne. Pièce bourguignonne, exactement. Et il est à son 4e vin blanc. Ouais, l'acidité est quand même beaucoup plus marquée sur celui-ci. Exactement. On va faire la comparaison directement avec un meunier derrière. Ouais. Là, tu as typiquement l'acidité du chardot qui est présente. Ça te donne ce côté très tendu, très floral. Et c'est là que rentre l'art de l'assemblage. Ça veut dire que je dois compenser cette acidité dans l'assemblage par mettre quelque chose de plus rond, donc du meunier. Donc là, on est sur le Tomois, Ouais. avec un 100% meunier. Ce fût-là, lui aussi, il a 4 vins blancs. Donc c'est 2 fûts du même âge, 2 fûts de la même contenance. C'est juste que tu vas avoir l'apport différent de la type de chauffe ou de l'origine du bois, et bien sûr l'apport de la parcelle et du cépage. On a beaucoup plus de rondeur. On va travailler là sur le chardonnay, c'est vraiment comme ça, c'est tendu. Ici, sur le meunier, on est beaucoup plus rond, tu vois, beaucoup plus d'ampleur. On va aller chercher sur une diagonale. Il y a un peu plus une perception du sucre aussi. Et en plus de la parcelle, du cépage, des arbres poussant sur différents types de sols, Maxime joue aussi sur les chauffes de ses douelles. Fabrication de 2019. L'origine des bois, c'est de la montagne de Reims. Ouais, Donc c'est des chênes qu'on a sélectionnés avec la tonnellerie de Champagne. d'accord. Il fait 205 litres. Et c'est une chauffe altérée avec la bonde, la partie supérieure du fût, en léger, et les lits en moyenne. Les premières années en 2018, on a confectionné des douelles. On a fait monter un fût en léger, un fût en moyen et un fût en fort. On casse les fûts et de là on recompose les douelles avec léger, moyen, fort. Léger, moyen, fort. Ce qui nous permet véritablement d'avoir ce que j'appelle moi une chauffe alternée Ouais. moyenne. Voilà, donc ça c'est le Clos de Marzilly. Donc j'ai décidé d'utiliser ce fût qui était quand même en chauffe assez forte, donc il va aller apporter beaucoup de ce côté tabac, toasté, avec de le travailler la première année sur des tailles. Les tailles, elles rentrent quasiment jamais dans les assemblages. Ouais, c'est plus pour préparer tes fûts. C'est plus pour préparer les fûts et ça va rentrer aussi une partie, si c'est assez qualitatif, ça va rentrer dans les réserves. Mais il faut essayer de se faire un peu violence quand on assemble des vins, c'est de se dire que ce qu'on goûte maintenant, il ne faut jamais que ce soit trop bon. Pour te donner un exemple, ma première année, quand j'ai dégusté mes fûts au mois de mars, il y avait beaucoup de fûts à qui je donnais 1 étoile. Beaucoup d'autres à qui je donnais 3, mais ceux à qui je donnais 3, c'était en général de la taille, hyper aromatique, très goulayant, de ça. Et au fur et à mesure des mois, c'est tout à fait l'inverse qui s'est passé. Donc quand tu fais tes vins, il ne faut pas que ce soit trop bon là-dedans, sinon ça risque d'être moins bon dans la bouteille. Ouais, en gros, l'idée, c'est de savoir, quand c'est pas bon maintenant, c'est un plus gros Voilà. potentiel de garde que le vin qui Exactement. arrive à maturité. Il faut arriver à se projeter en champagne, il faut arriver à se projeter longtemps. Puis s'en suivra alors tout un tas de phases, parmi lesquelles nous pourrions vous citer les emblématiques étapes de remuage ou encore de dégorgement, ici réalisées avec brio et talent. On y va, t'es prêt? Allez, c'est parti. Il faut faire un geste net et précis et assez rapide. Il n'y a pas de but sur l'objectif. Si, il y en a Si. 3. Mais bref, trêve de blabla, il était enfin temps pour moi de découvrir le résultat final. Allez, à toi l'honneur. Allez, bien volontiers. Moi, dès le premier nez, c'est vrai qu'on sent que c'est généreux, qu'il y a de la puissance. J'ai un côté très fruit jaune avec aussi une pointe mielée, vraiment au tout début. J'attends de voir aussi ce que ça va donner à l'ouverture, mais pour l'instant, moi j'ai vraiment ce côté fruit jaune, miel. On va vraiment jouer sur des arômes plus tertiaires. On va aller chercher, comme je le dis, plus de complexité, des arômes un peu plus briochés. Ouais. Mais c'est vraiment aller chercher derrière cette complexité où tu as envie de plonger le nez dedans et d'essayer de ressentir des choses. Ce côté un peu floral aussi qui commence à arriver. Je commence à voir le côté fumé aussi qui arrive un peu à l'ouverture là. Je trouve que c'est profond, je trouve que ça a de la rondeur, mais en même temps il y a de l'acidité, c'est structuré, c'est d'un bel équilibre. Il faut te dire ici que les vins ont passé plus de 2 ans sur latte et puis ils ont passé 1 an après le dégorgement. Donc c'est des vins qui sont déjà élaborés comme des millésimés en réalité, alors que c'est un assemblage d'un brut sans année. Il va permettre de développer des arômes beaucoup plus complexes et de sortir de ce carcan de l'apéritif et du champagne très léger. Bon, là, tu vois, comme on l'a expliqué, c'est des vins où il y a déjà peu de bulles, c'est des champagnes où il y a déjà moins de bulles. Nous, on ne va pas chercher véritablement la bulle, on va plutôt chercher de la bulle fine, et ça, elle se prononce véritablement depuis le temps de dégorgement. Eh ben, je crois qu'on est bon. Écoutez les acolytes là. J'aime pas trop le cidre, mais celui-là, il est pas mal. T'es content qu'on soit venu? Ouais. Cette cuvée est à découvrir sur la boutique Vinstache. Alors, certes, le champagne est un produit onéreux, mais quand je vois les supposées grandes marques qui vous sortent des quilles à minimum 30 balles, alors qu'ils bossent en conventionnel, pressurent rarement eux-mêmes leurs raisins, ou alors dans des pressoirs pneumatiques sans âme, et qu'ils font des élevages tout inox, eh bien, je me dis que Maxime et ses 4 hectares menés en bio, son pressurage traditionnel et ses fûts faits maison valent bien quelques euros en plus pour acquérir un vrai beau champagne de gastronomie. Allez, à bientôt!